Avec l'abolition de l'esclavage en 1848, la plupart des affranchis ont quitté les plantations. Ils sont partis s'installer sur de petits lopins de terre, où ils ont construit de modestes maisons. Ces villages ont existé jusque dans les années 60. Mais avec l'arrivée du monde moderne, ce patrimoine fragile a fini par disparaître. Aujourd'hui, un homme a décidé de faire renaître cette histoire dans le sud de l'île. Par devoir de mémoire, il a reconstitué un village traditionnel pour préserver les savoir-faire et les connaissances des anciens. Il s'est installé sur la commune des Trois-Îlets. Et quand il a besoin de matériaux de construction, c'est dans les champs de canne à sucre que Gilbert Larose vient les chercher. Eh ben, ça, on appelle des bouchons. Hein. Des bouchons, c'est chaque petit paquet de feuilles de canne que je peux préparer pour pouvoir faire ma toiture, quoi. On est obligé d'aller dans le champ très tôt le matin et faire des petits paquets. Et il faut faire en quelque sorte que tous les petits paquets soient toujours identiques. Hein. Et comme vous pouvez constater, la feuille de canne, il y a une canule ici. Et je fais entrer canule dans canule. Toujours canule dans canule quand je le fais, quoi. Hein. Je récupère les feuilles, je les mets et je tiens. Il y a toujours une petite technique. Hein. Lorsqu'on fait ça, on nettoie la canne à sucre. Lorsqu'on nettoie la canne, ça fait pousser mieux la canne à sucre. Avant, il y avait des gens qu'on appelait des dépailleurs. Les gens ont dépaillé la canne à sucre, nettoyé les champs, comme ça permet à la canne à sucre de bien pousser et ça va faciliter la coupe. Il y a moins de paille dans la canne qu'on va aller couper, quoi. C'est déjà bien nettoyé. Parce que dans ce champ-là, on a déjà pris beaucoup de feuilles. Hein. C'est pourquoi c'est propre comme ça. Sinon, tu ne peux pas rentrer dans les sillons comme là. Hein. Le travail dans les champs de canne est longtemps resté une des principales activités de l'île. Au moment des récoltes, chacun avait sa tâche bien définie. Pendant que les hommes coupaient, les femmes devaient attacher les cannes avec l'amarre, le bout de la tige. C'est pourquoi on les appelait les amarreuses. Quand je vois le travail, je pense toujours à ma mère, tu vois. C'est un travail dur pour les femmes, hein, quand même. Hein. Quand elle travaillait dans le champ, elle était amarreuse de canne parce qu'il faut des coupeurs et des amarreuses, quoi. Hein. Celui qui coupe, c'est pas lui qui attache. Alors, il faut une femme derrière toi. Quand tu coupes, il faut soit ta femme, soit tu cherches. Il y a une femme qui travaille dans le champ que tu vas prendre comme amarreuse, quoi. Hein. Mon père était très rapide. Comme ma mère disait, il avait même 2 amarreuses, quoi. Parce qu'il a beaucoup de cannes. Quand il coupe, quoi. Ça te fait plus d'argent. Plus tu as des piles coupées, plus tu fais de l'argent, quoi. Ça l'attache. Bon, l'heure de vérité, c'est ça. Trouver la feuille souple pour attacher. Quand c'est déjà sec, quoi. C'est attaché, c'est ça. Hein? Je l'accroche toujours dans les doigts. Je tourne mon paquet. Et je le fais passer en bas, quoi. Et là, je tourne. Je fais tous mes paquets sortir comme ça, quoi. Là, on a un beau bouchon. Cela fait 15 ans que Gilbert reconstitue peu à peu le village de son enfance. Sur ce terrain, il a défriché la forêt pour faire renaître une Martinique disparue, mais pas complètement oubliée. Aujourd'hui, avec sa récolte de canne, il s'apprête à refaire le toit d'une de ses cases. C'est une habitude aussi, parce que depuis petit, hein, c'est quelque chose, c'est un entraînement. Mais on ne reste pas debout avec. Lorsqu'on le met la chasse sur la tête comme ça, il faut tracer direct avec, on ne reste pas.
Alors, les petites cases ici, ce sont des petites cases identiques avec des petites cases qui existaient depuis après l'abolition de l'esclavage, quand les gens sont montés vivre dans les collines. Chez nous, on dit dans les mornes. Hein. Et lorsqu'ils sont arrivés dans les collines, ils ont construit du moins des petites maisons avec ceux qu'ils trouvaient à proximité où qu'ils étaient. Il n'y a pas de choix. Pas de magasin, pas de voiture, pas de route. Il n'y avait rien du tout. Construite en bois imputrescible, l'intérieur de la cabane est enduit de bouse de vache. Ouais, c'est tout ça. Par exemple, la bouse de vache, c'est là. Hein. Là, il y a la couleur bleue, c'est parce que j'ai mis la chaux dessus. Hein. La chaux mélangée avec de l'eau. Parce que la chaux, on le faisait nous-mêmes chez nous. Par exemple, on prenait des coquillages de lambi, on faisait brûler, qui faisait une cendre blanche, quoi. Hein. Et c'est cette cendre blanche que ça donne, on le mélange avec de l'eau et on peignait des façades, ça donnait ça, quoi. C'est la case de papa, maman, c'était ça. Nous, on en avait ça. Mais là, on est dans la chambre de papa et maman, là. Parce que nous, on dormait à meuble au sol dans la pièce principale qu'on appelle l'office, juste devant, là, quoi. Hein. C'est ici, quoi. Nous, c'était là, quoi. Hein. Chaque personne peut être dans un petit coin, tu mets une paillasse. La paillasse, c'est le sac en toile de gîte rempli de paille, quoi. Hein. Qu'on mettait à terre dans un petit coin. Et chaque personne, il y a ton frère, il est là, ta soeur est peut-être couchée là, notre petit est là, dans un coin. Et une fois qu'on se réveille, on ramasse la paillasse, on la met au soleil pour sécher un peu, quoi. Puis, les maisons en paille, c'est pas vieux. Hein? C'est qu'on est passé à autre chose très vite, quoi. C'est très, très, très important de garder ça comme un trésor, comment vivaient nos grands-parents et comment les construire aussi, ces maisons-là. Connaître les matériaux. Hein? Pour moi, c'est très important. Alors, il faut garder ça pendant très, très longtemps, quoi. Il n'y a pas une goutte d'eau qui va passer lorsqu'on a fait la toiture à faire, quoi. Hein? Et même s'il fait 40 degrés dehors, par exemple, on est dans la maison et il restera toujours avec la fraîcheur, tranquille, quoi. En construisant ces cases, Gilbert transmet à son fils son précieux héritage. Un savoir-faire ancien, qui pourrait aussi trouver une utilité aujourd'hui encore. Pour moi, c'est très important de sauvegarder celui-là, quoi, ce village, quoi, hein, la mode de vie. C'est des cases qui sont très importantes pour nous. Hein. Je suis sûr qu'il y a des fois, tu vois, on regarde par exemple des informations, des fois, on voit que, bon, il y a des catastrophes naturelles. Eh bien, des gens, eh bien, bon, ils amènent des tentes pour eux, tout ça pour pouvoir s'abriter un petit peu. Parce que dans ces endroits-là, je suis sûr qu'il y a des matériaux, hein, dans la nature qui peuvent récupérer et faire des maisons. Hein. C'est partout. Il y a toujours un moyen. C'est connaître. Ouais. Ce toit de paille pourra résister 12 ans. Autour des cases, Gilbert a replanté un jardin extraordinaire. Arbres fruitiers, fleurs, un véritable conservatoire des plantes qui faisait partie du quotidien des familles antillaises. À commencer par le jardin médicinal. Il n'y a pas de case sans le jardin médicinal. Alors pourquoi on a l'habitude avec les plantes médicinales? Parce que les plantes médicinales, il faut dire à un certain moment, sur l'habitation, c'était interdit. Parce qu'il y avait des colons qui se sont fait empoisonner par les esclaves sur l'habitation. Alors, ils avaient interdit toute utilisation des plantes médicinales par les esclaves sur l'habitation. Mais nos ancêtres, très intelligents, ils connaissaient, ils ont gardé ce savoir, quoi. Hein, et puis, ils ont propagé. Il faut tout planter. Même ça aussi, par exemple, les gens, ils ont surnommé cette plante les feuilles algan, hein, mais les feuilles algan, ce n'est pas le vrai nom de la plante. Hein. Même doliprane aussi, pour certaines personnes qui l'appellent aussi doliprane. Parce que doliprane, c'est le nom du fabricant du médicament. C'est que la substance de cette plante, on le trouve dans tout ce qui est paracétamol. Mais quand je le manipule seulement, tu sens déjà l'odeur de la plante qui sent très fort, quoi. Ça, c'est pour le rhume, quoi. Ça sent un peu le Vicks, un peu, quoi. Hein. Aujourd'hui, ce savoir ancestral est reconnu. Depuis 2012, une quinzaine de plantes endémiques de Martinique ont fait leur entrée officielle dans la pharmacopée française. Même les goyaves, comme vous voyez là, ce sont des trucs excellents. Il fallait toujours planter aux abords de la maison, les goyaves. Hein. Vous voyez que c'est des fruits qui sont très bons. Hein. Hein? Ça donne des belles fruits comme là. Mais si on a la diarrhée ou les maux de ventre, on va chercher les jeunes bourgeons des feuilles, les toutes jeunes bourgeons des feuilles au milieu, par exemple, comme là, et on le fait en tisane. Hein. Et le fruit est mangé. On peut faire de la marmelade, de la confiture, pour faire de la gelée, pour mettre dans les cassaves aussi.
Par exemple, les feuilles de cannelle, ça sent vraiment très bon. C'est comme si c'est le fruit déjà, quoi, hein? L'écorce même. Mais là, ce qu'on utilise, c'est la peau. On va éplucher la peau. Cette peau-là, on épluche, ça sort en morceaux, on gratte ça et on met ici au soleil et ça va se tortiller. Et c'est ça le vrai cannelle quand tu vas dans le marché, quoi. On a des petits citrons aussi qu'on appelle citronnelle aussi, c'est ça, hein? Tous ces petits fruits-là. Nous, je me souviens quand j'étais petit, on allait à l'école, on prenait ces petits fruits, on collait le papier avec. Nous, on savait qu'on n'avait pas de colle, mais on prenait des petits citrons comme ça, on mettait dans une petite boîte, et ça nous servait de colle pour coller le papier. Les dames mettaient la petite glu, il y a toujours une petite glu dedans, quoi, hein? Si on regarde là. Ces petites glues-là qui sont là, les dames les passaient sous les ongles comme là pour faire des vernis à ongles, quoi, hein? Pour avoir les ongles qui brillent, quoi, hein? Ça va sécher, ça fait comme du vernis à ongles. Et si on a des petites piqûres d'insectes qui veulent s'infecter, cette petite colle-là, on peut le mettre sur les piqûres d'insectes, hein, pour empêcher au bouton de s'infecter aussi, quoi, qui est excellent aussi, hein? C'est un petit agrume qu'on appelle citronnelle, hein? C'est comme un petit citron, quoi. Pendant toute son enfance, Gilbert a travaillé dans le jardin avec ses parents. C'est ainsi qu'il a appris les vertus de toutes les plantes qui poussaient alentour. Alors, le palmier qui est intéressant pour nous, c'est ce palmier qui est juste devant là, quoi, hein, qu'on appelle le palmier balai avec des feuilles rondes qui sont un peu secs, hein. Latanier. 5 feuilles, un bâton, on avait déjà nos balais. On peut faire la toiture des maisons avec ce palmier. On peut faire des sacs, des chaussures, des tapis. À chaque saison, ça donne des grappes de petites graines. On attend que ça devienne violet et on peut consommer 40 à 50 grammes par jour sans antioxydants. Fallait pas le laisser. À côté, c'est ça. Vous avez le palmier, le bacois, hein? Ça, c'est un arbre excellent, le bacois, hein? Vous voyez que ça fait des super gros fruits. Par exemple, le gros qui est là, hein? Ce gros-là, bientôt, les petites pétales vont commencer à se décrocher dessus, hein? Là, on sait qu'il est mûr. Lorsqu'ils sont jeunes, les petites boules qui sont plus petites, comme on voit dans les petites boules blanches qui sont plus petits, ils sont jeunes. À ce moment-là, on le coupe à quartier, on l'épluche comme n'importe quel légume, on le fait bouillir. C'est excellent, quoi. On le mange, quoi, hein? On fait la toiture de la maison avec. On fait des chaussures. On fait des chapeaux. Mon chapeau, c'est ça, un chapeau bacois. C'est les feuilles secs de cet arbre qu'on coupe en une lanière, on va le tresser et on coule les tresses. Et ça donne un chapeau comme j'ai là dans la tête. C'est un isolant. Pour transmettre cette mémoire, Gilbert a ouvert son jardin au public. Quelqu'un qui va avoir 70 ans, 80 ans, qui vient ici, c'est comme s'il retourne en arrière vers lorsqu'ils avaient les 10 ans, les 15 ans. Ils replongent dans leur vie d'avant, quoi, hein? Oui, il y a toujours quelque chose à raconter, parce que des fois, ils parlent avec les enfants. En arrivant ici avec les enfants, ils voient ça, c'est comme mamie te disait, c'est mamie a vécu comme ça. Là, ils peuvent montrer à leurs enfants, quoi. S'ils n'avaient pas fait les villages, même mes enfants là maintenant, ils ne savent pas comment je vis, quand j'ai vécu. Alors, c'est très important. Ces villages sont au cœur d'un autre patrimoine culturel martiniquais. C'est ici que les esclaves affranchis ont perpétué une pratique artistique unique, le belay. À travers cette danse et cette musique, ils exprimaient les valeurs de leur nouvelle vie, la résistance et la solidarité. Relancé dans les années 80, le belay est aujourd'hui en plein renouveau. Né du métissage des cultures, il s'inspire des rythmes africains, mais aussi du quadrille, apporté d'Europe par les colons. On voit que c'est le plus souvent des scènes de vie, des scènes de travail, par exemple. Certaines expriment la joie, certaines expriment la réjouissance, d'autres expriment la tristesse. Voilà. Lucien pratique une autre composante du belay, le damier, un combat cadencé d'origine africaine que l'on retrouve aussi dans la capoeira brésilienne. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on a 2 lutteurs en présence, 2 combattants qui combattent au cadence du tambour, la musique, le tambour, tibois et la voix. Donc, de temps en temps, il y a de la danse, il y a de la cadence, mais il y a des coups aussi, il y a de la lutte, il y a des chutes, etc. Donc, le but, c'est, il y a plusieurs, ça dépend, marquer un maximum de points, quelques coups de poing, coups de pied, etc. Ou carrément mettre KO, ça peut être ça aussi, et ou mettre à terre l'adversaire, sur le dos. Aujourd'hui, le damier est une pratique sportive, mais ces combats ont longtemps été interdits, car ils étaient trop violents. Alors c'est des luttes belliqueuses parfois qui allaient jusqu'à la mort dans le temps, hein. De nos jours, les coups ne sont pas portés comme auparavant.
Mais ça peut arriver qu'un coup passe, un coup de poing, un coup de pied. Et même, ça peut arriver aussi que le combat s'emballe, c'est un peu chaud. Ça peut être ce qu'on appelle un damier serré. Le ballet répond à des codes précis. La chanteuse mène la musique, elle est suivie par les chœurs. Le tambour et les percussions donnent le rythme. C'est vraiment, on garde l'authenticité des danses en fait, des chorégraphies, de la musique aussi. Il n'y a pas eu d'apport en fait, contemporain. Donc on essaie de se rapprocher au maximum de la source, de la version originelle en fait. Voilà. Il y a comme un appel du tambour, c'est quelque chose qui est au fond de nous. Au carrefour des musiques d'Afrique et des Caraïbes, le ballet est aujourd'hui un art vivant reconnu. De grands maîtres, chanteurs et danseurs continuent d'enrichir le répertoire et de diffuser cette culture dans le monde entier. Depuis plus de 3 siècles, la Martinique est une terre agricole. Après la canne à sucre, la banane est devenue l'une des premières richesses de l'île. Elle s'impose dans les années 60. De grandes exploitations utilisent alors un insecticide puissant, provoquant un scandale sanitaire qui a marqué les esprits. En réaction à ces pratiques intensives, un groupe d'agriculteurs a choisi une autre voie. Nous sommes sur la commune de Font-Saint-Denis, à l'est de l'île. Au pied de la montagne Pelée, s'étend une mosaïque de jardins qui profite d'une terre volcanique riche et d'un climat idéal. C'est ici que des passionnés se battent pour renouer avec une agriculture traditionnelle, plus respectueuse de l'environnement. Il est 8 h du matin. Dans ce champ, un événement se prépare. Ses habitants se retrouvent pour renouer avec une pratique oubliée, le labour au son des instruments traditionnels. C'est pour installer le bambou. Le bambou, c'est un des instruments qu'on appelle tibois. Voilà. Ils sont derrière les tambouillés. Et ça sert à quoi, le tibois? C'est à donner la base rythmique. Alors pour l'instant, nous n'avons qu'un joueur de tibois et qu'un tambouillé. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, votre tambour? Il porte ce qu'on appelle en créole une tringue, qui permet de donner au son une voix nasillarde. Alors ça permet de donner le son nasillard qui lève l'énergie du tambouillé, des boîtets, du cornet et en même temps des bourrets. C'est un complément. On dit en créole, il a alimenté son tambour. Qui veut dire? Ça complète, ça apporte les sonorités complémentaires. Alors on va
démarrer ce qu'on appelle un lasso-tech, qui est une technique de labour en montagne et qui se fait beaucoup dans les campagnes à l'assaut des terres difficiles. Ça s'appelle lasso-tech. Hein? Donc on va unir l'entraide, le coup de main, l'effort pour mener une parcelle de terre au son du tambour et à la musique. Et le tambour va nous inculquer le rythme à suivre, le mouvement pour qu'on maintienne une cadence et aller très vite dans la tâche à accomplir. Léon Tisgras est agriculteur. Il a été l'un des premiers à relancer cette pratique de labour. Dans les villages, les hommes avaient l'habitude de s'entraider pour les tâches les plus difficiles. Longtemps, la solidarité a été indispensable pour travailler ces terres très escarpées. Un travail depuis toujours rythmé par la musique. Le geste des laboureurs est cadencé par les percussions. Tandis que le coquillage appelle les autres habitants à la ronde. Le tambour, c'est l'âme de la musique, l'instrument hérité des ancêtres africains qui donne du cœur à l'ouvrage. À l'époque, chaque tâche agricole avait sa propre musique et le rythme variait en fonction de l'effort à produire. C'est super, c'est une bonne ambiance, c'est vraiment un objectif partagé pour obtenir une finalité de travail, qui est donc de finir cette parcelle qui va être plantée à un moment donné en chou paumé. Donc c'est vraiment ce qu'on attendait aujourd'hui ce matin. Léon a été l'un des initiateurs de l'association La Sautée en 2008 pour transmettre ce savoir-faire. Depuis, il souhaite sensibiliser les habitants à la préservation de ces jardins qui font partie de la culture antillaise. Le but, l'objectif de La Sautée, c'est de permettre à tout à chacun d'avoir un petit lopin de terre chez soi, pouvoir planter et pouvoir s'autosuffire. C'est un peu ça. Donc, je crois que ça rend bien, je dirais, l'idée qu'elle soit venue voir, poser des questions et comprendre ce qu'on fait, quoi. Plus la terre est fraîchement préparée, plus on va avoir un développement important et rapide de la racine. Léon et les autres agriculteurs s'inspirent de leurs racines pour valoriser une agriculture alternative. Okay. Nous avons une terre qui est saine. Il s'agit pour nous, disons, de jouer la sécurité alimentaire. Alors, vous savez qu'à Fonsoloni, on est plus ou moins contre l'agriculture conventionnelle. On revient un petit peu à l'ancienne, à savoir l'agriculture traditionnelle, de façon à dire à apporter une certaine sécurité à tout ce que nous sommes appelés à manger. Il faut penser quand même au bien-être, disons, de l'être humain. Le lendemain matin, le soleil est à peine levé sur la mer des Caraïbes. Nous retrouvons Léon Tisgras sur la plage du Carbet. Il a quitté sa vallée pour participer à une autre activité qui nécessite la collaboration de tous, la pêche à la Seine. La pêche à la Seine est une tradition, je dirais, très typique sur la côte Caraïbe. C'est une manière de ramener, je dirais, le poisson du matin sur le sable par l'effort de tous. Il y a un pêcheur qui va le matin repérer le poisson. Il va mettre à l'eau un filet, une corde gauche et après une corde droite. Et tout ensemble, avec notre effort, on ramène cette Seine-là sur la plage. La Seine, c'est ce long filet de plusieurs centaines de mètres. Il a été déployé par ce pêcheur au large. Mais impossible de le ramener sur la plage sans l'aide d'une quinzaine d'hommes.
Voilà, la scène quand tu vas le faire venir, ce n'est pas de tirer comme une malade, mais c'est de supporter la corde et au remous de la mer va te ramener la scène à tir. Alors ce qui est beau, c'est tous ces gens qui sont noués dans un silence total et suivent le mouvement de la mer. Et c'est beau ça. Chaque matin, ces habitants viennent bénévolement apporter leur aide. En retour, ils se partageront les poissons. C'est une tradition ancestrale, effectivement. Et en 2015, ça perdure encore. Et puis ça nous permet de faire du sport, de nous entretenir. Et puis finalement, nous n'avons pas besoin de ça pour vivre, en général. Ça nous permet d'aider les pêcheurs. Donc en fait, c'est un rituel. Quelquefois, il n'y a rien. Mais d'autres fois, effectivement, il y a des pêches miraculeuses. C'est vraiment le hasard. Au bout d'une demi-heure, le filet est sur la plage, mais ce matin, la pêche est maigre. Là, c'est nos filles. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est ce qu'on appelle des bloches communément. Et là, c'est des chèches. Les pêcheurs en font ça pour la pêche. Il y a des jours comme ça, il y a des jours avec. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Nous retournons à Font-Saint-Denis, à 675 mètres d'altitude, dans le jardin de cocagne de Léon Tisgras. Après des années passées en Europe, cet ingénieur agricole est revenu sur sa terre natale. Il a repris la propriété familiale pour en faire la première exploitation biologique de Martinique. « 7 hectares, où poussent une centaine de variétés de légumes. Donc ici, nous avons 9 variétés de patates douces qui sortent de ce champ. Hein. Donc la Busta, la Vega, et j'en passe. Hein. Donc la patate douce rentre de plein fouet dans l'art culinaire du Martiniquais, depuis les Amérindiens. Donc du coup, on le retrouve sous toutes sortes de formes. On peut le manger à la soupe, en frites, en gratin, en confiture. Ce sont les premières cultures que le Martiniquais a adoptées. C'est les légumes de survie, en quelque part, et qui restent le légume de tradition. Donc, ce sont des variétés rapides sélectionnées pour le sol ici là. Hein. Chaque type de sol fait pousser un légume mieux que d'autres. Sur ces terres, Léon veut préserver la tradition des jardins créoles. Ce sont des potagers que les affranchis cultivaient aux abords des villages. On y plantait tout ce qu'il fallait pour nourrir une famille. Un héritage dont il s'inspire pour cultiver au naturel, sans produits chimiques. Même en étant dans l'herbe, si moi t'es là, vous avez vu, ça c'est de l'aubergine. Mais regarde, ça c'est beau. Et pourtant, c'est dans l'herbe. Il y a une espèce d'harmonie entre la plantation, l'herbe, la récolte et l'art. Donc tu as vu, même dans un espace comme ça, que c'est planté, là c'est des gombeaux, on va voir, ben, la nature va respecter ton travail. Parce que j'ai pas tout détruit, regardez. Il y a toutes sortes d'herbes qui est là. Donc les bébêtes sont là, sont dans mon champ. Bien, laisse tranquille mes aubergines. C'est ça qui dit, anti-chimé, qui a roulé pour nous toujours. C'est un peu ça.
Pour préserver ces variétés, Léon Tisgras réalise ses boutures directement dans les champs. Pendant qu'on récolte, on prépare déjà les plants. Sinon, c'est une variété perdue. Et après, vous allez prendre des produits à l'extérieur, ramener des saloperies de votre terrain. Et donc, on garde toujours dans les parcelles, qui soient différentes sous l'exploitation, je dirais, les mêmes variétés qui tournent. Vous voyez, tous ces plants-là vont être remis en plantation. Il ne faut pas que ce soit beaucoup trop long, il faut que ce soit d'une taille identique. Cette connaissance, Léon la tient de son père. Spécialiste des plantes médicinales, il lui a enseigné l'art du jardin traditionnel. Comme lui, Léon pratique la jachère et la rotation des cultures. Donc voici, cette parcelle-là va recevoir des haricots verts. Et la parcelle de patates douces que je suis en train d'enlever va revenir ici. Enlevez nous quand toujours garder qui côté sous le glacier. Quand on travaille le sol, l'esprit se libère. On met le corps en osmose avec le sol. Parce qu'on va planter avec harmonie. Je ne fais pas ça parce que je suis aigri, je suis fâché, non. Je fais ça parce que j'aime ça. Et donc, on va transmettre. C'est une transmission de sa force intérieure à la plante. Nos parents parlaient au jardin, parlaient à la plantation. Je voyais mon père venir et marcher dans son jardin, comme une communion entre lui et le jardin. Et le jardin lui rendait ça. C'est toute une harmonie, c'est une chaîne qui est lancée depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte. Et vous le voyez, quand les gens vont manger ce que vous leur avez donné, eh bien, ils vont tout de suite automatiquement vous dire « mais c'était bon, c'était bon ». Et c'est là tout le compliment. Ce n'est pas l'argent que vous allez faire, mais c'est d'avoir rendu heureux les gens à travers la nourriture.